Mon frère a volé ma petite amie et m'a invité à son mariage en tant que photographe pour économiser de l'argent, alors j'ai exposé leurs mensonges devant tout le monde. Mon frère cadet a toujours été le genre de personne qui semblait tout avoir sans vraiment rien gagner. Il est né avec la capacité de se faire aimer des gens dès qu'il ouvrait la bouche. Et ça, ajouté à un visage de bon garçon qui ne s'effaçait même pas quand il était pris en plein milieu d'une monumentale bêtise, l'a fait grandir en croyant que le monde tournait autour de lui. Moi, par contre, j'étais celui qui se cassait la tête à étudier, à travailler depuis mon jeune âge, à être le responsable à la maison, pendant qu'il recevait tous les applaudissements pour absolument rien. Et je ne dis pas ça par ressentiment enfantin ou quoi que ce soit du genre. Je le dis parce que, pendant des années, j'ai vu comment il profitait de tout le monde, comment il prenait de l'argent à mes parents, comment il les manipulait avec une facilité terrifiante. Et là, au milieu de cette dynamique familiale dans laquelle il était le roi et moi l'idiot utile qui résolvait tout, Lucia est apparue. C'était une collègue de travail, une de celles que vous voyez pour la première fois et que vous avez l'impression que tout s'arrête une seconde. Elle avait ce rare mélange de tendresse et de fort caractère qui n'est pas facile à trouver. Et bien que je sois plutôt réservé, j'ai rassemblé mon courage et je l'ai invitée à prendre un café. Contre toute attente, elle a accepté. Nous avons commencé à sortir ensemble petit à petit, régulièrement, et après quelques mois, c'était officiel. Nous étions ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que quelque chose dans ma vie allait dans la bonne direction et, bien sûr, j'ai décidé de la présenter à ma famille. Ce jour-là a été un désastre. Pas à cause d'elle, elle a été adorable avec tout le monde, ni à cause de mes parents, qui l'ont accueillie chaleureusement. Non. C'était à cause de mon frère, ce crétin charmant qui a mis moins de 10 minutes à commencer avec ses commentaires passifs-agressifs, ses petites blagues déguisées en innocence que seul quelqu'un qui le connaît bien peut lire clairement. Je me souviens qu'il a dit quelque chose comme « j'ai eu beaucoup de chance parce que, normalement, les femmes ne remarquent pas les gars aussi sérieux » et puis il a laissé échapper un rire forcé comme si c'était une simple blague. Lucia l'a pris avec grâce. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas faire une scène inutile, mais à l'intérieur, je bouillais. Le pire, c'est qu'à partir de ce moment, mon frère a commencé à s'impliquer de plus en plus dans notre relation. Il lui envoyait des SMS sur WhatsApp sous n'importe quel prétexte, lui envoyait des mèmes, lui recommandait des films. Il l'a même invité à un concert parce qu'il savait que je n'aimais pas ces groupes. Lucia m'en a parlé naturellement, sans y voir aucune malice, comme si c'était un geste amical d'un beau-frère en devenir. J'ai essayé de lui faire confiance parce que je ne voulais pas passer pour un fou jaloux, mais chaque message que je voyais, chaque « et » ton frère est si gentil qui sortait de sa bouche, me donnait l'impression d'être dans un combat que j'avais déjà perdu. Environ 3 mois se sont écoulés comme ça jusqu'à ce que, un après-midi, en rentrant du travail, je reçoive le message le plus merdique que l'on puisse recevoir, il faut qu'on parle. Je suis désolé, ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste que je suis confuse. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Je suis allé directement à son appartement, sans prévenir, et ils étaient là. Il n'y avait aucun moyen de le cacher. Elle n'a pas pleuré, elle ne s'est pas excusée, elle a juste répété qu'elle ne l'avait pas prévu, que c'était juste arrivé. Et lui, avec ce visage cynique, a à peine dit qu'il ne l'avait pas voulu non plus, mais qu'il s'était rendu compte qu'ils étaient mieux ensemble. Je suis parti sans faire de scène. J'ai marché pendant des heures la tête sur le point d'exploser, la poitrine serrée comme si je m'enfonçais dans un lac d'eau. Ce n'était pas seulement qu'il m'avait trahi, c'était le fait que lui, une fois de plus, s'en sortait. Le crétin ne m'a pas seulement enlevé quelqu'un que j'aimais, mais il a aussi réussi à faire en sorte que beaucoup dans la famille le justifient. Ma mère, dans l'une de ces conversations absurdes qui semblaient tirées d'un mauvais feuilleton, m'a dit que l'amour ne se force pas et que peut-être qu'ils étaient des âmes sœurs. Et moi, pendant ce temps, je ravalais ma colère du mieux que je pouvais. Les années ont passé. Je n'ai plus reparlé à Lucia et n'ai entretenu qu'un contact superficiel avec mon frère par obligation familiale. J'ai reconstruit ma vie du mieux que j'ai pu. Je me suis réfugié dans mon travail de photographe indépendant. J'ai voyagé, suivi des cours, amélioré mes techniques, me suis consacré à des projets qui me faisaient me sentir utile. Et même si je m'en sortais bien, je ne vais pas mentir, le ressentiment était toujours là comme une écharpe dans le fond de ma poitrine. Je ne le laissais pas sortir, mais il ne partait pas non plus. C'était une sorte d'ombre qui m'accompagnait partout, me rappelant que, même si la vie continue, il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Nous arrivons donc à cette année, où j'ai reçu une invitation inattendue. Mon frère et Lucia allaient se marier. Oui, après tout ce temps,
après tout ce qui s'est passé, ils ont décidé de formaliser leur trahison par un mariage. Et le pire, ce n'était pas ça. Le pire, c'est que, au lieu de m'inviter simplement comme n'importe quel autre invité, ce qui aurait déjà été irrespectueux, ils ont décidé de m'engager comme photographe de l'événement. Selon leurs propres termes, c'était une manière symbolique de boucler la boucle, une sorte de geste pour montrer que tout était fini, que nous étions des adultes et que nous pouvions tourner la page. Et en plus, bien sûr, comme ça on économise beaucoup d'argent, parce qu'on sait que tu es excellent. Je ne sais pas s'ils pensaient que j'allais dire non. Je ne sais pas s'ils l'ont fait par pur sadisme ou parce qu'ils croyaient vraiment que c'était un accord juste. Ce que je sais, c'est que, à ce moment-là, quelque chose a cliqué en moi. Ce n'était pas de la colère ou de la tristesse. C'était un calme absolu, une sorte de clarté que l'on ne ressent que lorsqu'on sait exactement ce que l'on va faire et pourquoi. J'ai accepté le travail avec un sourire aux lèvres. Je les ai remerciés de me faire confiance. Je leur ai assuré que leur mariage serait immortalisé de la meilleure façon possible. Et en raccrochant l'appel, j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur et j'ai commencé à planifier, dans les moindres détails, ce qui serait sans aucun doute le plus grand acte de vengeance de toute ma vie. Parce que s'ils pensaient que j'allais assister à ce cirque, prendre de jolies photos et sourire comme si de rien n'était, ils ne me connaissaient vraiment pas. Ils m'ont appris le pire des gens, et maintenant ils allaient voir le pire de moi. Mise à jour 2 mois avant le mariage, lorsque j'ai officiellement accepté le poste de photographe, j'ai commencé à recevoir les détails de l'événement par courrier. Ils m'ont envoyé un itinéraire complètement ringard, avec des roses et un fond floral, comme s'il s'agissait d'une célébration sacrée digne d'applaudissements. Tout y était, de l'heure à laquelle la mariée arriverait sur le lieu de la cérémonie au moment exact où ils auraient leur première danse en tant que mari et femme, suivi du lancer du bouquet et d'une vidéo surprise avec des messages d'amis et de la famille. J'ai tout lu, non pas parce que cela m'intéressait, mais parce que j'avais besoin de connaître chaque seconde de cette journée à la lettre, pour savoir exactement quand je pourrais exécuter le plan sans marge d'erreur. Ma tête fonctionnait automatiquement, mais à l'intérieur, je bouillais d'un mélange de vengeance froide et d'un ressentiment si ancien qu'il semblait déjà faire partie de mon ADN. La première chose que j'ai faite a été de revoir les fichiers que j'avais conservés pendant des années sans savoir pourquoi, des conversations, des captures d'écran, des photos, des audios que Lucia m'envoyait quand nous étions encore ensemble et dans lesquels, sans le savoir, elle flirtait déjà avec mon frère. Mais le plus important était quelques enregistrements que je gardais sur un vieux disque dur, de ces conversations informelles dans lesquelles mon frère se vantait auprès d'un ami de la façon dont il n'avait pas été difficile de la lui enlever à l'idiot de mon frère et qu'elle avait juste besoin d'un vrai homme, pas d'un type ennuyeux avec un appareil photo. J'ai eu envie de fracasser quelque chose contre le mur en l'entendant à nouveau, mais je me suis retenu, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai copié tout ce matériel dans un dossier crypté que j'ai intitulé « Galerie spéciale ». Ce n'était pas seulement une vengeance personnelle, c'était un acte de justice émotionnelle. Je voulais que tout le monde voie ce qui se cachait derrière cette relation qu'ils vendaient comme épique, comme s'ils avaient été victimes d'un coup du destin. De la pure fiction. Ce qu'il y avait, c'était de la manipulation, de la déloyauté et beaucoup d'hypocrisie dissimulée sous de jolies phrases. J'ai passé les semaines suivantes à préparer mon équipement. Je ne voulais pas que quoi que ce soit échoue. J'ai acheté quelques caméras cachées, celles qui ressemblent à de simples caméras d'action mais qui peuvent être programmées pour enregistrer ou projeter sous certaines conditions. J'ai également conçu une présentation de diapositives qui simulait l'une de ces transitions émotionnelles typiques des mariages, mais à mi-parcours, elle changeait radicalement pour montrer le contenu que j'avais compilé, des audios, des messages, des fragments de vidéos, le tout synchronisé avec une musique de fond très douce, presque angélique, qui contrastait avec la merde qui était révélée à l'écran. Il m'a fallu plusieurs nuits pour tout monter sans perdre mon calme, car il n'était pas facile de voir et d'entendre tout cela à nouveau sans que ma tension artérielle ne monte. Mais chaque fois que j'hésitais, je me répétais la même chose, ils ont décidé de m'inviter. Ils m'ont offert un rôle dans leur histoire, seulement cette fois, j'écrirai la fin. D'autre part, j'ai fait quelque chose que certains pourraient considérer comme excessif, mais qui était nécessaire pour moi. Je me suis infiltré dans le groupe WhatsApp qu'ils avaient créé pour les fournisseurs de l'événement. Un des organisateurs m'a envoyé le lien par erreur, pensant que je faisais partie de l'équipe générale, et je n'ai pas hésité à profiter de l'occasion. J'ai découvert qui serait en charge du son, qui serait en charge de la vidéo officielle, quel type d'écran ils utiliseraient pour projeter la vidéo surprise. J'ai même découvert que le lieu avait une console centrale accessible depuis une cabine de production à l'arrière de la salle, avec des commandes pour les lumières, les écrans et le son. Parfait.
toutes les informations dont j'avais besoin pour insérer ma version de la vidéo surprise sans que personne ne s'en aperçoive jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pendant qu'ils célébraient leur conte de fées, j'allais mettre en place un petit enfer avec un sourire d'une oreille à l'autre. Pendant ce temps, j'ai également dû faire face aux commentaires de parents qui me parlaient encore, ceux qui ne connaissaient pas ou préféraient ne pas connaître toute l'histoire réelle. Ma tante Patricia, par exemple, m'a dit lors d'un appel qu'elle trouvait très mature de ma part d'avoir accepté d'y aller, et encore plus en tant que photographe. Selon elle, cela montrait que j'avais grandi, que j'étais en paix avec le passé. Je l'imaginais le dire avec un verre de vin à la main et la voix gonflée d'une fausse sagesse. Je n'ai pas pris la peine de la corriger. J'ai juste dit oui, qu'il était temps de boucler des cycles, que j'étais heureux pour eux. Et à l'intérieur, je riais, parce qu'elle n'avait aucune idée à quel point ce cycle allait être bouclé. Je ne voulais rien dire à personne, pas même à mes amis les plus proches. Non par méfiance, mais parce que ce n'était pas un potin ou une anecdote de bar. C'était ma propre réparation personnelle, mon acte final. Chaque décision que j'avais prise depuis ce premier message il faut qu'on parle avait été pour me contenir, pour être civilisé, pour ne pas devenir fou. Et maintenant, enfin, j'allais tout libérer d'une manière propre, précise, et avec la froideur de quelqu'un qui prend une photo parfaite au moment exact. À chaque jour qui passait, mon visage pour le monde était celui du professionnel responsable, du frère compréhensif, de l'ex qui avait déjà tout surmonté. Mais à l'intérieur, je me préparais comme quelqu'un qui aiguise un couteau avant de servir le dîner. Parce que quand on en a marre de se faire marcher dessus, on arrête de demander le respect. On le prend, même si c'est avec du sang, avec des larmes, ou avec un appareil photo chargé de vérité. Mise à jour 2, une semaine avant l'événement, j'ai reçu un appel de mon frère pour vérifier les derniers détails et m'assurer que tout était en ordre. Il ne lui suffisait pas de m'avoir volé la femme que j'aimais. Maintenant, il avait le culot de me parler avec une désinvolture qui frisait l'insulte. Comme si tout ce qui s'était passé faisait partie d'une histoire révolue que l'on pouvait classer dans un tiroir poussiéreux. Dans cet appel, comme s'il parlait de la météo, il m'a dit que lui et Lucia étaient très excités, qu'ils avaient passé beaucoup de temps à planifier la cérémonie pour qu'elle soit unique et authentique. Puis il a ajouté, avec un rire qui m'a fait serrer la mâchoire, qu'il me faisait entièrement confiance parce qu'il savait que je ferais un travail impeccable. J'ai fait semblant de rire aussi, avec un calme que seul un crétin qui a tout planifié peut maintenir. Je lui ai dit de ne s'inquiéter de rien, que j'avais déjà étudié les lieux, que la salle avait un éclairage parfait et que je prendrais même des photos aériennes avec un drone. Ce sera inoubliable, lui ai-je assuré. Et je ne mentais pas. Le soir même, je suis allé sur le lieu de la cérémonie avec une simple excuse, je voulais faire une inspection technique préliminaire pour calculer l'éclairage, les angles possibles et les tests de son. Personne ne s'est méfié de rien. Même la responsable du lieu, une femme gentille mais étourdie, m'a laissé entrer sans aucune objection. J'ai fait le tour de la salle principale, j'ai pris des photos, j'ai fait des vidéos de test et, surtout, j'ai repéré chaque endroit où je pouvais placer discrètement mes appareils sans être détecté. J'avais un sac à dos plein d'accessoires, mais je n'ai installé que l'essentiel lors de cette première visite. Dans un coin sombre, derrière l'ensemble de fausses fleurs où il prévoyait de poser pour les photos officielles, j'ai camouflé une minuscule caméra avec transmission à distance. À un autre endroit, juste à côté du projecteur principal qu'ils utiliseraient pour la vidéo surprise, j'ai placé un adaptateur HDMI avec une entrée secondaire que je pouvais contrôler depuis mon téléphone portable. Personne n'a rien remarqué. Personne ne savait ce que j'ai laissé connecter cette nuit-là. Les jours suivants, j'ai peaufiné le montage final. J'avais tout le contenu divisé en segments, les messages de Lucia alors qu'elle était encore avec moi mais qu'elle flirtait déjà avec lui, les enregistrements vocaux où mon frère se moquait de la façon dont il avait gagné ma petite amie, et même quelques clips d'eux ensemble à une époque où elle m'envoyait encore des messages me disant qu'elle me manquait et qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Le tout chronologiquement arrangé, monté avec une musique de fond instrumentale, et avec une transition finale dans laquelle une simple phrase blanche apparaissait sur fond noir qui disait « Ce n'est pas de l'amour, c'est de la trahison ». Après cela, la vidéo s'est simplement estompée au noir. Pas de signature, pas de clôture émotionnelle, pas de rédemption. Froid, dur, inconfortable, juste comme il se doit. La veille du mariage, j'ai peu dormi. Non pas à cause des nerfs, mais parce que j'ai repassé chaque étape, chaque seconde du plan, encore et encore. J'avais même préparé une caméra alternative au cas où quelqu'un se méfierait de ma principale ou essaierait de prendre le contrôle de l'équipement audiovisuel, j'avais des sauvegardes, des mots de passe double,
tout était chronométré pour s'activer pendant le moment fort de l'événement, juste après le toast et avant la première danse. C'était le moment où tout le monde serait attentif, les esprits seraient enjoués, et personne ne s'attendrait à un coup bas parce que, bien sûr, pour eux cette nuit était destinée à être leur couronnement, leur célébration définitive du triomphe de l'amour. Ils ne savaient pas ce que ce serait à la place, la démolition publique de leur château de mensonges. Le soir même, quand j'ai fini de revoir les fichiers, j'ai ouvert une vieille boîte que j'avais gardée sous clé. À l'intérieur se trouvait un album photo que Lucia m'avait offert lorsque nous avons célébré notre premier anniversaire. À l'époque, cela me semblait ringard, mais au fond, j'aimais avoir quelque chose de tangible. Regarder ces photos maintenant, c'était comme ouvrir un dossier médico-légal. Nous sourions. Nous avions l'air heureux. Il y avait même une dédicace manuscrite au dos de la couverture qui disait « Merci de m'avoir appris ce qu'est le véritable amour ». J'ai fermé l'album sans colère, je l'ai laissé sur la table et je me suis versé un verre. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais plus de larmes pour cette histoire. Je n'avais qu'un seul objectif, terminer ce que j'avais commencé, et non pas comme un acte de dépit, mais comme un moyen de dire au monde que toutes les trahisons ne sont pas enterrées dans le silence. Le lendemain, j'ai tout préparé avec la précision d'un chirurgien. J'ai transporté mon équipement dans des sacs bien rangés, avec des compartiments secrets où je gardais les télécommandes et les disques de sauvegarde. Je suis arrivé sur le lieu de la cérémonie 3 heures avant l'heure convenue, comme je l'avais promis, et j'ai trouvé une équipe de décorateurs et de fournisseurs qui couraient dans tous les sens comme des poulets sans tête. Personne ne m'a prêté attention. Personne n'imaginait que, parmi tant de rubans adhésifs, de câbles et de fausses fleurs, il y avait un seul homme avec une mission autre que de rendre la nuit magique. Ils m'ont installé une table pour moi seul, à côté de la scène principale. De là, j'avais une vue directe sur le projecteur, l'équipement de son, la table d'honneur. Parfait. Tout était aligné. Quand j'ai fini de m'installer, j'ai sorti mon appareil photo, j'ai vérifié la mise au point, j'ai ajusté la lumière et j'ai tout laissé prêt. Le plan ne dépendait plus de moi. Il ne restait plus qu'à attendre que l'heure vienne, que les idiots trinquent à leur supposée victoire, et puis, avec quelques clics, laisser la vérité faire ce que je n'avais plus besoin de faire avec des mots, les détruire complètement devant tous ceux qui croyaient que leur histoire était digne d'applaudissements. Parce qu'on peut se taire une fois, 2 fois, mais il arrive un moment où le silence est une blessure qui ne guérit qu'en faisant entendre aux autres tout ce qu'on a voulu crier pendant des années. Et cette nuit-là, enfin, même le dernier fils de, qui applaudissait leur trahison m'entendrait. Mise à jour 3, quand le jour du mariage est arrivé, l'air lui-même semblait chargé d'hypocrisie. Dès que j'ai mis les pieds sur le lieu de la cérémonie, j'ai ressenti cette sorte de tension invisible déguisée en joie forcée. Tous les participants couraient partout pour se recoiffer, prendre des photos, montrer leur tenue, répétant des phrases vides comme « Quelle belle cérémonie où on voit qu'ils sont amoureux ». Je me promenais parmi eux avec mon appareil photo autour du cou, souriant, amical, rendant les salutations, remplissant parfaitement le rôle du photographe professionnel engagé. Personne ne se méfiait de rien. Pas même Lucia, qui quand elle m'a vu pour la première fois à l'entrée m'a fait un sourire cordial, quelque peu retenu, comme si elle savait que notre histoire était encore une ombre inconfortable mais nécessaire à ignorer. Elle m'a dit, d'une voix douce, qu'elle était très reconnaissante que j'ai accepté d'être là et a ajouté qu'elle espérait que ce serait un nouveau départ pour tout le monde. J'ai répondu qu'elle ne devait pas s'inquiéter, que ma seule mission cette nuit-là était de capturer chaque moment inoubliable. L'ironie était délicieuse. J'ai veillé à prendre de vraies photos. Je l'ai fait pour 2 raisons, primo, pour garder les apparences, secondo, parce que je voulais conserver des preuves de Elia avant et de Elia après. Je voulais capturer leur large sourire, les fausses étreintes, les toasts à travers les dents serrées, le baiser forcé qui a scellé un mariage construit sur la trahison. Je voulais que, lorsque tout s'effondrerait, il y ait un enregistrement parfait de ce qu'ils prétendaient être. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis déplacé entre les tables, j'ai capturé des clichés parfaits, des flous artistiques, des lumières chaudes, la décoration soigneusement détaillée. J'ai même pris quelques portraits de Lucia pendant qu'on lui ajustait son voile, juste avant d'entrer dans la salle principale. Elle n'arrêtait pas de poser, comme si elle était une actrice dans son film préféré, comme si le monde l'admirait et qu'elle était la protagoniste d'une histoire d'amour digne de Netflix. Et bien sûr, mon frère, dans son rôle d'éternel bourreau des cœurs, ne pouvait pas être plus satisfait de lui-même. Il marchait comme s'il fermait un cycle glorieux, comme si la vie, enfin, lui donnait sa récompense. Pendant la cérémonie, tout s'est déroulé avec une précision presque dégoûtante.
Les paroles du juge civil sonnaient comme un modèle bon marché. Les vœux étaient si pleins de clichés qu'ils en étaient embarrassants. Lucia a dit qu'elle n'aurait jamais pensé trouver une connexion aussi authentique chez une autre personne et qu'elle remerciait la vie de les avoir réunis au moment exact. Mon frère a répondu que dès qu'il l'a rencontrée, il a su que ce serait elle, que peu importe ce que cela coûterait, il se battrait pour être à ses côtés. Il y a eu des rires, de fausses larmes, des applaudissements. J'ai gardé un visage impassible, prenant photo après photo comme si j'étais un robot. Mais à l'intérieur, chaque phrase était un autre clou dans le cercueil qu'ils s'étaient eux-mêmes construit. Et puis le moment attendu est arrivé. La salle était décorée de lumière chaude, les tables bourdonnaient, les verres de champagne étaient pleins, et la musique de fond flottait doucement tandis que les mariés se promenaient entre les tables recevant des étreintes, des bénédictions et des promesses de bonheur éternel. Le maître de cérémonie a pris le micro et a demandé l'attention. Il a dit, avec enthousiasme, que c'était l'heure de la vidéo surprise, celle dans laquelle les amis et la famille raconteraient des anecdotes amusantes et partageraient leurs meilleurs vœux pour le nouveau couple. Il a remercié tous ceux qui avaient envoyé leur message et a annoncé qu'ils éteindraient les lumières pour que tout le monde puisse regarder attentivement. J'étais déjà à ma place, mon téléphone portable prêt et mes doigts prêts à exécuter la séquence. J'ai jeté un dernier regard à l'écran suspendu au-dessus de la scène et j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les lumières se sont éteintes. La salle s'est tue. Un fond blanc est apparu à l'écran avec des lettres élégantes qui disaient « L'amour se construit avec la vérité ». Il y a eu un murmure général, des gens souriant, s'attendant à voir un oncle ivre dire des bêtises ou une cousine pleurer en leur souhaitant de nombreux enfants. Mais après quelques secondes, la musique douce a fait place à une voix familière. C'était Lucia. Sa voix, enregistrée dans un message audio, disait qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait, qu'elle était confuse, que même si elle était avec moi, elle ne pouvait s'empêcher de penser à mon frère. Le message original était affiché à l'écran, avec la date et l'heure, ainsi qu'une photo de nous lors d'un rendez-vous que nous avions eu une semaine auparavant. Il y a eu un murmure, un rire nerveux. Et puis est venue la deuxième partie, l'enregistrement dans lequel mon frère, moqueur, racontait à son ami qu'il n'avait pas été difficile de me l'apprendre, qu'elle avait toujours attendu quelqu'un de moins ennuyeux et qu'il avait juste eu à se rendre disponible. Son rire a flotté dans l'air comme une gifle. Les premières secondes ont été de confusion. Il pensait que c'était une blague, une partie du montage. Mais au fur et à mesure que la vidéo avançait, montrant des conversations, des dates croisées, des audios avec des confessions, des images d'eux à des rendez-vous alors que Lucia m'écrivait encore pour me dire qu'elle m'aimait, l'atmosphère a changé. Certains ont cessé de regarder, d'autres se sont couverts la bouche. Une dame s'est signée. De ma position, je pouvais voir comment le visage de Lucia passait de la perplexité au désespoir. Elle a essayé de se lever, mais quelqu'un l'a arrêtée. Mon frère, quant à lui, a d'abord semblé confus, puis agacé, puis paniqué. Il s'est levé, a crié d'arrêter la vidéo, que ça ne devrait pas être là. Mais il était trop tard, personne ne savait comment l'arrêter. Moi, pendant ce temps, je continuais à viser avec mon appareil photo, à prendre des photos, à faire des rafales, à enregistrer comment tout ce théâtre s'effondrait. Le moment culminant a été une image, une photo de Lucia et moi nous serrant dans les bras dans mon lit, prise par elle-même, dans laquelle la description disait « Parfois, j'ai peur de gâcher ça à cause de ce que je ressens pour lui ». La date coïncidait avec le jour où ils ont officiellement commencé leur relation. Puis l'écran est devenu noir et une phrase finale est apparue « Ce n'est pas de l'amour, c'est de la trahison. Profitez de votre mariage ». La musique s'est arrêtée, l'écran s'est éteint, et la salle est restée dans un silence de mort qui n'a été interrompu que par les cris de mon frère exigeant de savoir qui avait fait ça. Je n'ai pas dit un mot. J'ai tranquillement rangé mon appareil photo, je me suis dirigé vers la sortie au milieu des regards incrédules des invités, et juste avant de franchir la porte, je me suis retourné pour les voir une dernière fois, Lucia pleurant inconsolablement, mon frère rouge comme une tomate, toute la salle paralysée. Personne ne bougeait, personne ne parlait. C'était le genre de silence qui ne vient que lorsque la vérité tombe comme une bombe. Et moi, enfin, je me sentais en paix, parce que c'était le son que j'avais attendu des années pour entendre. Le son du silence inconfortable, le son des conséquences, le son de ceux qui, enfin, n'ont plus d'excuses. Mise à jour 4, à peine 48 heures s'étaient écoulées après le mariage, et l'explosion était encore en plein essor, comme si la détonation s'était produite à l'intérieur d'une boîte hermétique qui ne laissait échapper aucune onde de choc. Je le savais parce que les messages ont commencé à affluer. D'abord sont venus les plus proches,
quelques cousins me demandant si tout avait été planifié, si c'était vraiment moi qui avais monté cette vidéo, si j'avais eu le culot de me présenter au mariage avec cette bombe dans mon sac à dos comme si de rien n'était. Puis sont venues les insultes. Un oncle, du côté de ma mère, m'a traité de lâche. Un autre m'a dit que j'avais détruit une famille et que j'étais devenu un professionnel du ressentiment. Mais curieusement, au milieu de tout ce bruit, des messages privés ont également commencé à arriver de certains qui, à voix basse, disaient des choses comme « Je te comprends, j'aurais fait la même chose » ou « Il était temps que quelqu'un le remette à sa place ». Personne ne l'a dit publiquement, bien sûr. Mais l'écho de ce qui s'était passé à ce mariage s'est répandu comme une traînée de poudre, et, pour la première fois depuis des années, l'image impeccable de mon frère a commencé à se fissurer sérieusement. Ma mère, bien sûr, a été l'une des premières à réagir. Elle m'a appelé le 3e jour, presque à bout de souffle, comme si le scandale l'étouffait de l'intérieur. Au début, je pensais qu'elle allait me faire le discours typique de la mère blessée, l'une de ses tentatives pour me faire sentir coupable de ne pas avoir pardonné ou de ne pas surmonter le passé, mais non, cette fois c'était différent. Elle m'a demandé si tout ce qui avait été montré était vrai, si les audios étaient réels, si les messages n'avaient pas été montés. J'ai répondu avec l'honnêteté la plus froide que je pouvais rassembler, « Maman, la seule chose fausse dans cette histoire, c'est le rôle de victime que toi et les autres avez cru pendant des années. Le reste est 100% authentique. » Elle s'est tue. Puis elle a murmuré que peut-être que tout n'avait pas été si clair pour eux, qu'ils n'avaient jamais imaginé qu'ils se seraient moqués de moi de cette façon. Elle m'a demandé pourquoi je l'avais fait maintenant, pourquoi de cette manière. Je lui ai dit que c'était parce que j'en avais marre de me taire, d'agir comme si de rien n'était, de porter seule une histoire que je n'avais pas écrite mais que j'avais été forcé d'avaler. Je lui ai dit que si quelqu'un pensait que ce mariage avait été détruit par une vidéo, c'est parce qu'il ne comprenait pas que ce qu'il a détruit, c'est le mensonge sur lequel il a été construit depuis le début. Et j'ai raccroché. La semaine suivante, le scandale a pris de l'ampleur. D'un côté, il y avait la famille, les rumeurs, les potins, les camps pris presque immédiatement, certains disant que ma réaction était disproportionnée et d'autres admettant que mon frère a toujours été un fils de chanceux qui a fini par s'écraser tout seul. De l'autre côté, il y avait le cercle social du couple, des amis d'université, des collègues de travail, des voisins qui avaient assisté à l'événement et qui débattaient maintenant entre défendre la version officielle ou accepter ce qui était évident. La version officielle, d'ailleurs, était si pathétique qu'elle semblait être écrite par un enfant de l'école primaire. Selon une déclaration informelle qu'ils ont envoyée par courrier à leurs plus proches, la vidéo était une blague qui a mal tourné, quelque chose que quelqu'un a infiltré dans le système de projection comme un acte de sabotage. Ils ont essayé de nier que j'avais quoi que ce soit à voir avec ça, mais ils n'ont pas pu maintenir ce mensonge même une demi-journée. Ceux qui m'ont vu dans la cabine savaient que j'étais en charge de la vidéo, du son, de tout. Et en plus, dans l'une des scènes finales du montage, la phrase « Vous m'avez invité ». J'ai juste apporté mon appareil photo était clairement lisible. Il était impossible de le nier. Lucia, j'ai appris par des tiers, a quitté la maison qu'ils partageaient 2 jours après l'événement. Certains disent qu'elle s'est enfermée chez ses parents, d'autres qu'elle est allée seule à l'hôtel. Je m'en fiche. Je ne suis pas intéressé de savoir si elle pleure, si elle souffre, si elle le regrette. Plus maintenant. Pas après tout ce qu'elle a permis, alimenté et soutenu par son silence. Pas après avoir construit une vie sur les ruines de la mienne comme si de rien n'était. Ce qui m'a surpris, c'est que mon frère, l'éternel roi du charisme, l'homme aux excuses parfaites et au sourire à l'épreuve des balles, n'avait aucun moyen de s'accrocher. Cette fois, il a perdu un contrat important qu'il négociait avec une entreprise qui a assisté au mariage. Je l'ai appris d'un ami qui travaille dans la même entreprise, il m'a dit que, après avoir vu la vidéo, le directeur a décidé qu'il ne voulait pas s'associer avec quelqu'un qui pourrait générer une instabilité médiatique, ce qui est une façon élégante de dire « je ne veux pas avoir affaire à un crétin traître ». D'autres connaissances ont cessé de le suivre sur les réseaux sociaux. Le compte de Lucia, qui était un catalogue de photos idylliques et de phrases de développement personnel, est devenu inactif ce jour-là. Le conte de fées était terminé, et même le meilleur filtre ne pouvait masquer la saleté qui a été exposée. Moi, de mon côté, j'ai décidé de rester en dehors de tout ça. Je n'ai pas répondu aux messages, je n'ai pas donné d'interview, je n'ai rien posté. J'ai simplement disparu du radar pendant un certain temps. J'ai pris une semaine pour voyager seul, appareil photo à l'épaule, sac à dos léger, pas d'itinéraire. Je suis allé dans une région rurale où personne ne me connaissait,
où les jours passaient lentement et où le seul son qui comptait était le vent qui s'écrasait contre les arbres. J'ai dormi dans des auberges bon marché, j'ai mangé dans de petits restaurants où personne ne connaissait mon nom. J'ai pris des photos de visages anonymes et je me suis consacré à récupérer quelque chose que je ne savais pas que j'avais perdu, ma paix. Non pas parce que je me sentais mal de ce que j'avais fait, au contraire, je me sentais plus léger que jamais. Mais après tant de tensions, après des années à porter une vérité qui ne pouvait pas être dite à voix haute, j'avais besoin de redémarrer. Et en marchant dans ces villes où personne ne me jugeait, j'ai compris quelque chose d'important, la vengeance n'est pas toujours furieuse, ou bruyante, ou sanglante. C'est parfois un acte chirurgical, précis, sans cri, une vérité placée à l'endroit exact, au bon moment, dans le but de laisser le poids de leurs propres actions écraser le coupable. C'est ce que j'ai fait. Je ne les ai pas insultés, je ne les ai pas menacés. Je n'ai rien inventé, j'ai juste appuyé sur play et j'ai laissé la merde les enterrer toutes seules, parce qu'on peut être patient, on peut se taire, on peut être civilisé. Mais quand ils vous invitent à leur fête en croyant que vous avez déjà avalé la couleuvre, quand ils vous mettent l'appareil photo entre les mains et vous disent « Aidez-nous à immortaliser ce jour », le moins que vous puissiez faire, c'est vous assurer que ce qui est enregistré, c'est la vérité. Sans filtre, sans excuse, et sans une seule larme de compassion. Mise à jour finale, 2 mois après le désastre, lorsque la poussière a finalement commencé à retomber et que la famille ne savait plus s'il fallait continuer à feindre la normalité ou accepter que tout était parti en enfer, j'ai reçu un message inattendu. C'était de mon frère. Il n'y avait pas d'introduction émotionnelle ni de trace d'arrogance, comme son ton habituel l'était. Juste une phrase directe, sans fioriture, on peut parler? Je l'ai ignoré pendant 2 jours, non pas parce que je ne savais pas quoi répondre, mais parce que j'avais besoin de réfléchir pour savoir s'il valait même la peine d'ouvrir cette porte. Finalement, la curiosité l'a emporté. J'ai répondu par laconique, « Dis-moi quand t'es où ?» et il a suggéré que nous nous rencontrions dans un café à la périphérie de la ville, loin de tout regard familial, comme s'il avait encore l'espoir absurde qu'il restait quelque chose à cacher. Quand je suis arrivé, il était déjà assis là, le visage pâle et les cheveux un peu plus longs, comme si le monde lui était tombé dessus au ralenti. Il portait une veste froissée, ce qui était étrange pour lui, car il était toujours vaniteux à l'excès. Dès que je me suis assis, il a laissé échapper un long soupir, comme s'il devait cracher quelque chose qu'il avait avalé pendant des mois. Il m'a dit qu'il ne pensait pas que j'étais capable de faire quelque chose comme ça, qu'il n'avait jamais imaginé que je les exposerais de cette manière, et que, honnêtement, il avait sous-estimé à quel point je le détestais. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé fixement, attendant qu'il en vienne au fait. Puis sa voix s'est brisée, mais pas d'émotion ou de remords, mais de pure perte de contrôle. Il m'a dit que Lucia l'avait quitté pour de bon, qu'elle ne voulait pas continuer le mariage, qu'après cette nuit, elle s'était rendue compte de tout ce qu'elle avait négligé, qu'elle lui répétait encore et encore que ce n'était pas à cause de la vidéo elle-même, mais à cause du fait qu'ils n'avaient jamais été capables de prendre la responsabilité de ce qu'ils avaient fait. Selon elle, la vidéo n'a fait que montrer ce qui était toujours là, et qu'elle a choisi d'ignorer. Mon frère, pour la première fois de sa vie, semblait vraiment vaincu. Il m'a dit qu'il avait perdu des contrats, que certains amis l'avaient bloqué, qu'il ne pouvait pas regarder certains parents dans les yeux sans sentir qu'ils le jugeaient. Il m'a demandé si tout cela me rendait heureux. Il ne l'a pas dit avec haine ou sarcasme, mais avec une sorte d'épuisement existentiel. J'ai répondu que non, que cela ne me rendait pas heureux, que je ne l'avais pas fait pour le bonheur. Je lui ai dit que je l'avais fait parce que j'avais besoin de clore ce chapitre avec quelque chose de plus que des mots vides ou des thérapies ratées, que je ne l'avais pas fait pour ruiner sa vie, mais pour récupérer la mienne. Parce que pendant des années, j'avais porté une douleur que personne ne voulait voir, que tout le monde déguisait avec des phrases comme « c'est fini », « passe à autre chose » ou « ça n'en valait pas la peine ». Et cette nuit-là, je n'ai pas ruiné son mariage, j'ai juste allumé la lumière. Que si tout s'est effondré, c'est parce que c'était construit sur de la merde, et que, honnêtement, je ne regrette pas une seule seconde de ce que j'ai fait. Il a hoché la tête, comme s'il n'avait plus l'énergie de se disputer. Il m'a dit qu'il n'attendait pas de pardon, qu'il avait juste besoin d'entendre quelque chose, même si c'était une confirmation que je le détestais de toute mon âme. Je lui ai dit que la haine est un privilège qui ne m'intéresse plus, qu'à un moment donné je l'ai détesté de toutes mes forces, oui, mais que maintenant tout ce que je ressens, c'est de l'indifférence. Parce que quand quelqu'un vous trahit comme ça, et en plus attend à ce que vous portiez le poids de la réconciliation, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de lâcher prise. Lâcher prise sans regarder en arrière. Il m'a regardé comme si je lui avais dit la pire des condamnations, comme s'il aurait préféré que je lui dise d'aller en enfer.
Mais je ne lui ai pas donné ce plaisir. Je me suis levé, j'ai payé le café sans dire un mot, et je suis parti. Depuis ce jour, je n'ai plus eu de contact avec lui ni avec Lucia. Certains parents continuent de demander, de parler, d'essayer de réparer ce qu'ils ont eux-mêmes laissé pourrir pendant des années. Je ne participe plus à cela. Je me suis éloigné de ce cercle avec la même précision avec laquelle j'ai monté cette vidéo, silencieux, chirurgical, sans drame. J'ai commencé à me concentrer davantage sur mon travail, à voyager pour des projets, à prendre des photos, non pas comme un moyen de me cacher du monde, mais comme un moyen d'y être présent sans avoir à expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Certains clients m'ont demandé pourquoi mon style avait changé, pourquoi mes portraits avaient maintenant une force différente, un regard plus profond. Je souris simplement et leur dis que j'ai enfin appris à regarder droit devant, à prendre la photo au bon moment, à capturer ce que les autres ne veulent pas voir. Et il y a quelque chose de profondément libérateur là-dedans, arrêter de demander la permission, arrêter de se taire pour ne pas déranger, comprendre que parfois la seule façon de guérir une blessure est de l'ouvrir devant tout le monde, de la montrer sans honte, avec tout le sang et le pu à l'air libre, et de forcer ceux qui vous ont blessé à regarder ce qu'ils ont fait. Non pas pour qu'ils se repentent, car parfois ils ne sont même pas capables de ressentir cela, mais pour que, enfin, au moins pour une fois, ils se voient sans filtre, sans applaudissements, sans mensonge. Et si quelqu'un me demande un jour si je le referais, la réponse serait simple, sans hésitation, oui. Parce qu'ils m'ont invité en tant que photographe en s'attendant à ce que j'avale leur histoire et que je l'embellisse avec mon objectif. Et j'y suis allé, mais je n'ai pas pris mon appareil photo pour raconter leur histoire, je l'ai pris pour raconter la mienne. Et la mienne n'avait pas de fin heureuse, elle avait de la justice, elle avait un silence brisé, elle avait une vérité qui a été criée sans un seul mot.